Au Sahel, il y a la guerre que l'on voit l'attaque, les embuscades, les convois brûlés, les villages vidés, et il y a la guerre que l'on raconte, celle qui circule dans les rapports, les plateaux télé, les fils X et les communiqués d'ONG. Et entre les deux, il y a une zone grise où se joue souvent l'essentiel, la crédibilité. Car dans cette région, un succès militaire peut être réel sur le terrain, et pourtant invisible dans l'espace médiatique mondial, tandis qu'un document publié à des milliers de kilomètres peut, lui, produire un séisme politique immédiat. C'est exactement ce que met en lumière un épisode survenu début avril 2026 au Burkina Faso. Une opération présentée comme décisive contre une base djihadiste en zone forestière et, presque au même moment, une nouvelle vague d'accusations sur les exactions, la gouvernance sécuritaire et la conduite de la guerre, qui remet au centre la question la plus sensible de toutes. Comment vaincre une insurrection sans perdre l'âme de l'État? Et comment informer sans devenir l'outil involontaire de la propagande des groupes armés? Selon les autorités burkinabées et des éléments relayés par des canaux proches de l'armée, le 7 avril 2026, une unité d'élite connue sous le nom de Force Attaque a pénétré profondément dans une zone boisée réputée difficile d'accès pour frapper ce qui était décrit comme un point d'appui majeur des combattants affiliés à la mouvance d'Al-Qaïda au Sahel, généralement associés aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. L'objectif, d'après le récit officiel, n'était pas un simple campement temporaire mais une plateforme logistique. Un lieu où l'on stocke des armes, où l'on répare, où l'on coordonne, où l'on planifie, et surtout où l'on maintient la continuité opérationnelle d'une guérilla dispersée. À l'issue de l'assaut, l'armée affirme avoir démantelé la base, neutralisé plusieurs combattants et récupéré un volume important d'armement, de munitions et de moyens de communication. Ce type de prise est stratégique pour deux raisons. D'abord parce qu'elle perturbe la capacité des groupes à se déplacer et à ravitailler leurs cellules. Ensuite parce qu'elle fournit parfois, quand les matériels sont exploités, des indices sur les réseaux de commandement, les itinéraires de trafic et les relais locaux. Pourtant, hors de la sphère sahélienne, l'événement a été peu traité, éclipsé par d'autres sujets, et surtout par une dynamique devenue quasi systématique. Le Burkina Faso n'existe souvent dans l'actualité internationale qu'à travers le prisme des violations des droits humains, des sanctions, des ruptures diplomatiques et du procès en illégitimité fait aux autorités issues du coup d'État de 2022. Cela ne signifie pas que les questions de droits humains seraient secondaires, elles sont au cœur de la stabilité à long terme. Mais cela explique pourquoi, dans l'opinion publique burkinabé, chaque victoire annoncée et ignorée à l'extérieur alimente un sentiment d'injustice narrative. L'impression que l'on ne voit que les fautes de l'État, jamais la pression militaire que subissent ses soldats, ni l'ampleur de l'adversaire. Pour comprendre ce qui se joue, il faut replacer cette opération dans une séquence plus large. Depuis 2015, le Burkina Faso a basculé dans une insurrection qui s'est étendue comme une marée, avec une multiplication des attaques, l'effondrement de pans entiers de l'administration en zone rurale, la fermeture massive d'écoles et des déplacements internes comptés en millions par les agences humanitaires. Le JNIM, coalition djihadiste liée à Al-Qaïda, et l'État islamique au Grand Sahara Ex, affiliés à l'État islamique, ont chacun développé des méthodes d'implantation, intimidation, taxation, contrôle des routes, infiltration des marchés, pression sur les chefferies locales, et une guerre psychologique qui vise à rendre l'État absent avant même de le vaincre militairement. Le gouvernement burkinabé affirme qu'un basculement s'est produit ces derniers mois, d'une posture défensive, subissant les raids et les sièges. L'armée serait passée à une logique plus offensive, avec une reprise progressive d'axes, la réouverture de localités et le retour de services publics. Dans un discours devant l'Assemblée de transition fin janvier 2026, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a avancé l'idée que près des 3/4 du territoire serait de nouveau sous contrôle gouvernemental, chiffre présenté comme une progression continue depuis 2023. Il a également mis en avant des centaines de villages libérés, la réouverture de communes, la réhabilitation d'écoles et de centres de santé, et surtout un indicateur humain qui parle plus que n'importe quelle carte, le retour d'une partie des déplacés internes. Les autorités ont évoqué plus d'1 million de personnes revenues dans des centaines de localités, ce qui, si la tendance se confirme, signifierait quelque chose d'essentiel. Quand des familles reviennent, c'est qu'elles estiment même fragile une amélioration du risque. Mais ces annonces doivent être lues avec deux précautions. La première, c'est l'accès limité à certaines zones, qui complique la vérification indépendante, autant pour les journalistes que pour les organismes internationaux. La seconde, c'est que contrôle du territoire ne signifie pas toujours contrôle permanent.
Dans les guerres sahéliennes, il existe des zones reprises le jour et contestées la nuit, des axes sécurisés ponctuellement et des villages qui peuvent changer de main sans que cela se voie immédiatement sur les statistiques. Malgré ces nuances, une réalité ne se discute pas. L'intensité des combats a franchi un palier et l'armée burkinabé, appuyée par les volontaires pour la défense de la patrie VDP, mène une guerre de haute friction contre un adversaire mobile, clandestin et de plus en plus technicisé. L'un des marqueurs de cette modernisation, c'est l'usage croissant de drones, y compris des drones civils détournés à des fins de reconnaissance et parfois d'attaque. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Il s'observe du Nigeria au Mali, et il s'inscrit dans une tendance mondiale accélérée par les conflits récents, où les technologies bon marché réduisent l'avantage des armées régulières. Dans ce contexte, les pertes peuvent être lourdes, y compris lors d'engagements où les djihadistes coordonnent des assauts multi-axes, saturent les positions, coupent les renforts et exploitent la connaissance du terrain. Des épisodes meurtriers ont marqué 2024 et 2025, notamment autour de Djibo et dans l'Est, alimentant une question cruelle. Combien coûte chaque kilomètre repris ? C'est ici que la narration victoire doit se garder de la propagande. Dire que l'armée progresse n'efface pas les drames, et reconnaître les drames n'implique pas de nier les progrès. L'enjeu pour un pays est de tenir les deux vérités en même temps. L'ennemi commet des atrocités et doit être combattu, mais l'État n'a pas le droit de devenir une autre source de terreur. C'est précisément sur ce terrain que s'ouvre la seconde bataille, celle de l'information. Des organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch, ont publié ces dernières années plusieurs rapports sur le Burkina Faso, accusant des unités militaires et des forces auxiliaires d'être impliquées dans des exécutions sommaires, des disparitions et des massacres de civils. Dans un contexte où la suspicion de collaboration avec les groupes armés peut devenir une sentence de mort, un rapport est présenté comme documentant des dizaines d'incidents sur plusieurs régions et attribuant un nombre très élevé de morts à des forces pro-gouvernementales, tout en appelant à des sanctions ciblées et à des mécanismes d'enquête internationaux. Le gouvernement burkinabé, lui, rejette régulièrement ces accusations, conteste les méthodes de collecte, souligne l'absence de bureaux permanents de certaines ONG dans le pays et accuse une partie de l'écosystème international de produire des récits à charge, parfois à partir de témoignages indirects recueillis hors du territoire. Entre ces positions, le public se retrouve pris dans un dilemme. Comment distinguer la documentation nécessaire des abus de l'instrumentalisation politique? Car il y a un fait que les analystes du terrorisme soulignent depuis longtemps. La propagande djihadiste se nourrit de tout ce qui délégitime l'État. Le djinnim dispose d'une branche médiatique connue sous le nom d'Az-Zalaka, qui diffuse des communiqués, des vidéos et des montages conçus pour présenter le groupe comme protecteur des populations, tout en décrivant les armées nationales comme des forces d'occupation ou de prédation. Dans cette stratégie, les accusations crédibles d'exaction, les images de civils tués, les témoignages de communautés traumatisées deviennent un carburant narratif. Ce n'est pas dire que ces témoignages seraient faux par nature, c'est dire qu'une fois publiés, ils peuvent être recyclés par les groupes armés pour recruter, lever des fonds, justifier des représailles et attirer des sympathies à l'international. On arrive alors à un paradoxe. Une alerte sur des crimes, indispensable pour la justice et la protection des civils, peut aussi renforcer la machine de guerre informationnelle de ceux qui veulent abattre l'État. Le défi des médias internationaux, des ONG et des chercheurs est donc d'informer sans simplifier, d'accuser quand les preuves le permettent, mais aussi de contextualiser la violence djihadiste qui est souvent sous-couverte au regard de sa brutalité quotidienne. Enlèvements, exécutions, attaques de convois humanitaires, pression sur les enseignants, destruction d'infrastructures et mise en coupe réglée d'économies locales. Et au milieu de ce débat, une question revient comme une lame. À qui profite, politiquement, l'asymétrie de visibilité entre les crimes des insurgés et les crimes présumés de l'État? Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce format de décryptage, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Cela aide la chaîne à grandir et vous permet de ne rien rater quand l'actualité du Sahel s'accélère. Maintenant, troisième dimension, souvent plus explosive que les mots, les armes. Sur les réseaux sociaux, chaque conflit sahélien produit sa propre mythologie,
avec des photos de matériel capturé, des marquages étrangers, des insinuations d'armement direct par telle ou telle puissance. La réalité, telle que documentée par des organismes spécialisés comme Conflict Armament Research, car est généralement moins spectaculaire mais plus inquiétante. Les groupes armés se fournissent massivement par capture sur les armées nationales, par pillage de dépôts, par achat via des réseaux criminels et par transfert opportuniste dans des zones où l'État est faible. Les analyses de Carr sur les armes récupérées au Sahel ont montré l'importance des fusils d'assaut et munitions d'origine soviétique ou chinoise, héritées de décennies de circulation, mais aussi la présence ponctuelle d'équipements occidentaux, souvent arrivés par diversion, revente, corruption ou perte au combat. Cette mécanique ne nécessite aucune conspiration. Il suffit que des armes livrées légalement à un État partenaire finissent, par porosité logistique ou défaite tactique, dans l'inventaire de l'adversaire. Et au-dessus de tout cela plane un événement structurel, la chute du régime libyen en 2011 et l'ouverture des arsenaux de Kadhafi, qui a injecté dans tout le Sahel une quantité considérable d'armes et de munitions, accélérant la militarisation de groupes qui jusque-là n'avaient ni cette puissance de feu ni cette profondeur de stock. Depuis, le trafic transsaharien, les routes de contrebande et l'économie criminelle drogue, or, carburant, migrants créent un continuum où les armes circulent presque comme une monnaie. Dans ce cadre, l'opération d'avril 2026, revendiquée par le Burkina Faso, avec saisie d'armes et de moyens de communication, s'inscrit dans un objectif rationnel, casser le nerf logistique, réduire la capacité de coordination et frapper ceux qui, dans une guérilla, comptent autant que les combattants eux-mêmes les flux. Mais aucune opération nationale ne se comprend sans le niveau régional, et c'est là que l'actualité devient un puzzle mouvant. Le Burkina Faso appartient désormais à l'Alliance des États du Sahel AES avec le Mali et le Niger, une structure née après les tensions avec la CEDEAO, la rupture progressive avec des partenaires occidentaux et la recherche d'une autonomie sécuritaire revendiquée. Les autorités de l'AES ont annoncé la montée en puissance d'une coopération militaire intégrée, l'idée d'une force conjointe et la construction d'outils propres de communication stratégique. Dans le même temps, les frontières deviennent des zones de tension et d'opportunité pour les groupes armés. Là où les États se coordonnent mal, les djihadistes circulent. Là où un pays se ferme, il se déplace vers les marges. Là où la pression militaire augmente d'un côté, il cherche des sanctuaires de l'autre. Les épisodes de crispation entre le Mali et la Mauritanie, régulièrement évoqués ces dernières années, illustrent cette fragilité. Une simple patrouille contestée, une incursion supposée, une poursuite transfrontalière, et l'incident local devient un sujet diplomatique. Dans ce contexte, chaque capitale joue aussi une partie de diplomatie de survie. Le Mali, sous sanctions, puis sous pression économique, a multiplié les signaux d'ouverture vers des partenaires capables d'offrir des canaux, des investissements ou des médiations. L'intérêt affiché du Qatar pour la région, la capacité de Doha à parler à des acteurs que d'autres refusent de contacter, et l'influence médiatique d'Al Jazeera, souvent accusée par certains gouvernements de couvrir le Sahel avec un prisme qui les défavorise, ajoute une couche supplémentaire. La guerre n'est pas seulement militaire, elle est diplomatique, financière et médiatique. Et pendant que ces jeux se déploient sur le terrain burkinabé, le vrai test reste le même. Tenir les zones reprises, y remettre des écoles, des soins, des marchés, protéger les convois, sécuriser les récoltes et convaincre les communautés que l'État n'est pas un passage, mais un retour durable. C'est là que la question des droits humains cesse d'être un thème et devient une condition de la victoire. Une armée peut reprendre une localité, mais si la population y associe l'État à l'arbitraire, les groupes armés retrouveront un espace, même sans uniforme, même sans base visible, simplement par la peur et le ressentiment. La sortie de crise exige donc trois choses simultanées, et c'est ce qui rend l'équation si difficile. L'efficacité opérationnelle contre des groupes qui se modernisent, la traçabilité des armes et la sécurisation des stocks, pour éviter de nourrir l'ennemi, et enfin des mécanismes crédibles d'enquête et de sanctions en cas d'abus, idéalement ancrés localement, appuyés par des garanties judiciaires, et non uniquement par des batailles de communiqués. C'est à ce carrefour que l'on doit situer l'opération de la Force Attaque du 7 avril 2026. Un signal militaire dans une guerre longue, et un objet narratif dans une guerre de récit. La question pour le Burkina Faso n'est pas seulement de démanteler des sanctuaires, mais de gagner une bataille de légitimité, à l'intérieur comme à l'extérieur,
sans offrir aux propagandistes djihadistes des images et des histoires qui leur servent de tremplin. Et la question pour ceux qui observent depuis Paris, Londres ou Washington est plus inconfortable encore. Veut-on comprendre le Sahel comme un théâtre où l'on juge à distance, ou comme une réalité où l'on écoute aussi ce que disent les populations prises en étau, celles qui ont fui, celles qui reviennent, celles qui enterrent leurs morts et celles qui demandent à la fois sécurité et justice. Je m'appelle Alain Fotso et je veux vous entendre. Quand une opération militaire est annoncée comme une percée contre un bastion djihadiste, qu'est-ce qui vous paraît le plus crédible, le plus vérifiable, le plus utile pour protéger les civils? Le récit officiel, les données de terrain d'organisation comme ACLED, ou une combinaison exigeante de tout cela. Parce que c'est peut-être là, dans notre capacité à exiger des preuves sans choisir des camps par réflexe, que commence la seule victoire qui compte, celle qui empêche la guerre de se reproduire.